sur mon second écran. Allons-y. Et c'est parti. Donc, sur notre canal principal, on y est. Donc, sur notre, pardon, pas sur notre canal principal, mais sur notre canal Raspberry Pi, notre canal d'électronique en réalité, je vous ai déposé quelques ressources supplémentaires suite au dernier cours. Donc, on se souvient, j'avais déposé ici le fameux Imager, donc le fameux logiciel qui permet de charger sur notre carte SD ou micro SD le système d'exploitation du Raspberry Pi. Ensuite, il y a le Raspberry Pi est très populaire. Ça va donc, c'est une plateforme embarquée qui existe depuis une dizaine d'années, grosso modo. Et comme on l'a vu, elle roule sur Linux. Mais on sait que de manière native, le Linux est un système d'exploitation pour lequel on peut développer des programmes dans plusieurs langages. Je peux créer des applications Java qui roulent sur Linux, des applications C, des applications C++, évidemment des applications Python. Donc, tout ce qu'on fait sur le Raspberry Pi en Python, on est en mesure de le faire aussi dans les autres langages orientés objets qu'on connaît. Donc, si j'avais voulu donner le cours de périphérique objet connecté en C ou en C++, on aurait pu charger des librairies C ou C++ qui nous donnent accès à tout ce qu'il y a sur notre Raspberry Pi, au port série, à la caméra, au pin, au GPIO. Mais le langage de base pour lequel le Python a été designé, pardon, pour lequel le Pi a été designé est le Python. Donc, ce que j'ai fait à la fin du dernier cours, je vous ai placé ici des références vers deux librairies, deux modules, en fait, qui nous donnent accès directement au pin qu'il y a sur notre Raspberry Pi. Si on prend, et j'ai donné l'exemple en classe au dernier cours, si on prend par exemple le processeur de mon laptop, qui est un i7, ce processeur a peut-être une centaine ou 200 pins. Certaines d'entre elles connectées à ma carte réseau, certaines d'entre elles connectées à ma carte Bluetooth, certaines d'entre elles connectées à ma carte graphique. Et certaines d'entre elles sont non utilisées. Elles sont non utilisées, mais en C, en C#, en Java, en Python, en peu importe le langage que je peux utiliser pour programmer des applications pour mon ordinateur, aucun de ces langages ne me donne accès à ces pins non utilisés sur le processeur de mon ordinateur. Alors que les deux librairies qui sont ici, GPIO 0 et RPI GPIO, sont deux librairies gratuites et très populaires qui nous donnent accès aux pins qui sont sur notre, non seulement aux pins, mais aux différents périphériques. Et on va voir la différence entre pins et périphériques tout à l'heure. Ce ne sont pas les seuls. Il y en a énormément qui existent sur le marché et des développeurs, chaque année, développent de nouvelles librairies qui rajoutent des fonctionnalités ou facilitent l'utilisation des pins et des périphériques. Mais pourquoi est-ce que j'ai sélectionné ces deux-là? Parce qu'elles sont très populaires. Il y a énormément d'exemples dans les livres, dans les forums, dans les tutoriels avec ces deux librairies. Et plus encore, le GPIO Pi 0 et cette librairie-là ou ce module-là s'installe par défaut avec le Imager. Donc, nous tous, ici présents, si on a utilisé le Imager pour faire une image du système d'exploitation Raspbian sur notre carte SD et que c'est cette carte SD que notre Raspberry Pi utilise, ben, par défaut, on a tous cette librairie-ci sur notre système. Donc, voilà pourquoi je vais y aller avec les exemples de cette librairie-ci. Et de temps en temps, j'irai dans celle-ci pour qu'on voit les comparatifs. Ça va jusque-là pour tout le monde? Mohamed, ta main encore levée? Juste te demander par rapport à GPIO, bon, j'arrive pas à prononcer. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'installer? General Purpose Input Output. Parfait, merci. On n'a pas besoin de l'installer, quelque chose comme ça, c'est juste les importer et puis c'est tout, non? Donc, oui, exactement, c'est juste les importer.
Ah, Donc, parfait. ben, comme avec n'importe quel module Python, ça va, quand j'ouvre un fichier .py et que je veux exploiter une fonctionnalité qui vient d'un module tierce, ben, je dois importer le fameux module. Ça va pour tout le monde? Parfait. Donc, on a ces deux librairies ici, et comme je viens de mentionner, je vais travailler beaucoup avec celle-ci pour la balance de la session quand on aura des choses à faire avec notre Raspberry Pi. Donc, en plus de ces deux ressources, si on monte un peu plus loin, je vous avais donné l'image suivante au début du dernier cours, où on voit notre Raspberry Pi 4 modèle B. En fait, je dis 4 modèle B, mais on a le Raspberry Pi 0, on a le Raspberry Pi 0W, on a le Raspberry Pi 2, 2B, 2B+, 3B, 3B+. La majorité de ces circuits imprimés ont gardé plus ou moins le même connecteur, avec plus ou moins le même pinout. Mais je vous l'ai dit au dernier cours, c'est quand même très important de vérifier lorsqu'on fait nos branchements d'une version à l'autre. Il y a peut-être certains signaux qui changent de numéro de pile. Mais en général, ils essaient de garder les mêmes connexions pour que, si je prends un nouveau modèle de Raspberry Pi pour contrôler un ancien système, que je n'ai pas modifié tous mes branchements. Donc, ils essaient de garder les connecteurs symétriques. Le problème qu'on a, c'est que vous avez tous votre Raspberry Pi maintenant. Quand on regarde le connecteur qui se trouve ici, ben, on a une série de pattes métalliques qui sortent du connecteur. Et je vous ai passé des plaquettes d'expérimentation il y a peut-être 2 semaines, ça va, pour vous montrer à quoi elles ressemblent. Ben, elles sont jonchées de petits trous. Donc, il faudrait qu'on soit en mesure de prendre des petits fils et je vais vous montrer à quoi ressemblent ces petits fils. Donnez-moi quelques secondes. J'aurais dû les sortir avant. Je vais pouvoir les montrer sans trop de problème à la caméra. Donc, est-ce qu'on voit le fil? Tout le monde voit mon petit fil rouge ici? Ben, moi, je le vois dans l'image, donc sûrement que vous le voyez. Parfait. Donc, on doit prendre des petits fils comme cela et pour faire les liens entre les pins qui sont ici sur notre connecteur et les trous qui sont dans notre plaquette. Et ça, ben, ça va être problématique. Ça va? Il nous faut un connecteur qui nous permet de prendre toutes les pins qui sont sur notre Raspberry Pi et les amener directement sur des trous sur notre plaquette. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à monter nos circuits. Donc, j'ai trouvé le petit connecteur suivant qui est relativement intéressant. Juste ici. Merci Younes pour le post, je ne l'avais pas remarqué. Donc, si on clique juste ici, donc, c'est un petit connecteur qui est assez intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé assez intéressant. Donc, la partie sur laquelle je suis en train de zoomer présentement, on la connecte sur les pins du Raspberry Pi. Ça va? Et, oups. Et l'autre côté, celui qui est ici, ça va? Se connecte au Raspberry Pi. Et cette partie-ci, vous voyez la partie bleue, ben, il y a plein de petites pins en dessous. On vient la placer directement sur notre plaquette d'expérimentation. Et ce qui est intéressant, si on regarde sur la partie bleue, ben, toutes les pins de notre Raspberry Pi sont numérotées. Donc, ça devient très facile sur notre plaquette d'expérimentation de prendre un signal et de l'amener à une résistance ou de l'amener à un bouton poussoir ou à un condensateur, etc., etc. Ça va? Donc, moi, je vous suggère un connecteur de ce type-là ou un similaire pour faciliter les branchements en laboratoire. Donc, ce n'est pas une obligation, mais ça va rendre votre vie beaucoup plus simple, je crois. Donc, voilà pourquoi je vous ai mis ce lien. Je répète, ce n'est pas celui-là qui est obligatoire, mais moi, j'ai trouvé celui-ci très user-friendly parce que le nom des pins est marqué sur le connecteur qu'on va brancher sur notre plaquette et donc vous ne seriez pas obligé de recommencer à les compter à la main chaque fois. Elles sont nommées, elles sont numérotées et elles sont nommées. Donc, voilà pour faciliter nos branchements en laboratoire.
je suppose que je ne l'ai pas regardé, je viens de le remarquer. Donc, il y a des gens qui veillent tard, apparemment. Hein? 22h51, vous êtes pire que moi. Donc, on a montré au dernier cours comment, par SSH, interagir avec le Raspberry Pi. Donc, je suppose que ça montre comment aller dans les settings et activer le SSH, le SPI, etc. Ce qu'on a montré en classe au dernier cours. Donc, ben, allons-y. Moi, je vais faire ceci. Donc, je vais aller dans OneNote au premier temps et je vais venir ici, insertion, image, et je vais nous charger une image qui est celle-ci. Donc, le fameux connecteur. Donc, notre fameux connecteur. Donc, il faut faire très attention avec ce connecteur. Pourquoi? Déjà, vous remarquez qu'il y a de la couleur là-dedans. Ça va? Vous remarquez que toutes les pins n'ont pas exactement la même couleur dans le connecteur. Et ces couleurs-là ne sont pas là pour nous décorer, elles sont là pour nous aviser si une pin est une pin à 100% d'alimentation ou si c'est une pin qui peut être configurée en entrée et en sortie, mais qui a aussi une fonctionnalité supplémentaire. Donc, elle est aussi couplée à un périphérique. Donc, je vais donner plus de détails là-dessus tout à l'heure. Donc, si je regarde mes pins, passons-les section par section. Donc, tout ce qui est noir, donc la pin 6, la pin 9, la pin 14, la pin 20, 25, 30, 34 et 39, c'est le ground. Donc, le ground, on m'a demandé au dernier cours ce que c'était, si je me rappelle bien. Donc, lorsque j'ai une source d'alimentation DC, on schématise comme ceci, on met la borne positive, on met la borne négative, mais la borne négative, ben, électriquement, on peut aussi donner ce symbole ici, c'est ça qu'on appelle le ground. Ça va? Donc, partout où on voit ground, c'est que ça va être connecté à la borne négative de nos composants ou ça va être le chemin de retour du courant. Quand je parle du chemin de retour du courant, allons-y. Donc, si je prends une résistance, par exemple, juste ici, et que je la ramène là, donc on sait qu'on a un courant qui va circuler de l'alimentation ou encore de la sortie du Raspberry Pi à travers la résistance et qui va revenir à la borne négative de ma source d'alimentation ou encore au ground. Donc, si je prends ce schéma-ci et je nous dis que la source d'alimentation qui est ici, ce n'est pas une batterie, mais c'est une sortie du Raspberry Pi. Ça va? Donc, comment est-ce que je pourrais le dessiner autrement? Déjà, le petit circuit qui est là, laissez-moi le redessiner quelques secondes. Donc, je vais prendre juste ceci. Je vais le déplacer quelques secondes. On va effacer notre rouge ici. Donc, le circuit que j'ai dessiné à l'écran, je pourrais le redessiner comme ceci. Je pourrais prendre la même source d'alimentation, plus moins. Ici, ground, ma résistance, et ici, ground. Ça va? Donc, le fait d'avoir le symbole ground ici et le symbole ground ici, puisque le ground représente toujours le même point dans le circuit, ben, c'est comme si on était en train de dire que ce point-ci est connecté à ce point-là. Ça va? Et c'est exactement ce qu'on fait lorsque on utilise des fils dans notre schéma. Donc, tout ça, c'est équivalent. Ça va pour tout le monde? Donc, parce qu'on a répondu rapidement à la question au dernier cours, mais je crois que c'est important que ça, ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Donc, je vais me... je vois que les gens dessinent encore, donc je vais laisser ce schéma quelques secondes. Je vais revenir à mon connecteur. Donc, tout ce qui est noir, c'est le ground. Donc, si je voulais prendre les deux petits schémas ici, qui sont des schémas équivalents, et que je voulais faire ce circuit-ci sur mon Raspberry Pi. Bon, faisons peut-être un circuit plus intéressant et rajoutons une lumière là-dedans, en plus de notre résistance, ça va, qui est un des premiers circuits standards
qu'on peut s'amuser à monter là habituellement quand on commence à travailler avec des microcontrôleurs ou des microprocesseurs. On va voir qu'on va évoluer très rapidement de ce circuit simple vers quelque chose de plus intéressant. Donc, j'ai ma source d'alimentation ici, plus, moins. On va se mettre, disons, un petit interrupteur. Donc, l'interrupteur qui est là, pour nous, ça va être un GPIO. Ça va? Ça va être une pin. Ça représente une pin de notre Raspberry Pi. L'alimentation qui est là, ça représente quoi? Ça représente l'alimentation que vous donnez à votre Raspberry Pi à travers son connecteur USB-C. C'est bon pour tout le monde? Donc, on sort d'une pin de notre Raspberry Pi. Quelle pin? Donc, disons que moi, je veux, si je regarde mon connecteur, le premier GPIO disponible, c'est le GPIO. Oups. Le premier GPIO disponible, je le vois ici, c'est le GPIO 2. Ça va? Mais le GPIO 2, il est connecté à la pin 3. Tout le monde voit ça. Le GPIO 2, il est accessible à la pin 3 de mon connecteur. Donc, je vais écrire ici GPIO, c'est GPIO 2, c'est ça. Donc, GPIO 2. Mais on sait que c'est physiquement la pin 3. Donc, on va partir de la pin 3 ici, la pin 3 avec un fil, et on va amener ça à une résistance. Donc, disons une résistance de, tiens, 220 ohms. Et on va amener ça à une LED. Donc, à une LED juste ici. Et ça va là, au ground, ça va au ground. Donc, voulant dire que ce point-ci et ce point-ci sont connectés ensemble. Donc, si je prends ce schéma et j'essaie de le reproduire sur mon connecteur, donc, ce que vous allez avoir à faire en laboratoire. Donc, ça voudrait dire que je vais prendre un fil. Donc, je vais prendre du rouge, tiens. Je vais partir de ma pin, 2 ici. Donc, je vais prendre un fil qui part de ma pin 2, de ma pin 3, excusez-moi. C'est la pin 3 qui donne accès au GPIO 2. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais venir mettre une résistance. Après la résistance, je vais faire quoi? Je vais venir mettre une LED. Par contre, on n'oublie pas que la résistance qui est là et la LED qui est là, elle se trouve où? Elle se trouve sur notre plaquette d'expérimentation. Ça va? Donc, peut-être que c'est encore plus intéressant si j'utilise la plaquette d'expérimentation. Donc, parce que, bien évidemment, la magie de la technologie fait que on est capable, sans trop de problèmes, de venir chercher l'image de notre plaquette d'expérimentation. Parfait. Donc, j'ai ma plaquette d'expérimentation. Donc, allons-y. Je vais venir juste ici. Donc, disons que... Donc, j'ai une résistance juste ici. Elle est branchée dans un trou et dans un autre trou. Donc, je vais venir prendre en vert je vais venir prendre ma diode, disons. Donc, ma diode, je vais la prendre ici, comme ça. Comme ça. Et on est branché dans ce trou-ci. Ça va jusque-là pour tout le monde? Donc, je vais zoomer juste pour qu'on se rappelle. Donc, on voit que la patte de ma résistance ici et la patte de ma diode sont dans la même ligne, la ligne 18. Tout le monde voit ça? C'est bon pour tout le monde? Parfait. OK. Donc, maintenant,
on sait que si je prends une pin du Raspberry Pi et que je la configure en sortie, on va voir comment faire ça tout à l'heure, ben, cette patte va me permettre d'envoyer 5 volts ou 0 volts, dépendamment si j'active cette sortie ou non. Donc, on va juste déplacer notre petit circuit ici de tout à l'heure. Je vais mettre un peu plus bas. Comme ceci. Donc, allons-y. Je vais prendre un fil. Donc, je vais prendre du rouge ici. Je vais partir de la pin 3 qui me donne accès au GPIO. Ça va? Donc, je vais partir de la pin 3 et je vais venir faire quoi? Je vais venir me brancher ici dans la même ligne que ma résistance. Donc, je vais zoomer encore. Tout le monde voit bien. Donc, mon fil rouge est sur la colonne 10, la même colonne dans laquelle j'ai mis la première patte de ma résistance. C'est bon pour tout le monde? Et ensuite, ben, on voit ici sur le schéma que la cathode donc, de ma diode, de ma DEL, doit retourner au ground, à la masse. Donc là, j'ai le choix. Le ground, c'est soit 6, soit 9, soit 14. Ben, logiquement, on va prendre celui qui est le plus proche de nous. Donc, je pourrais faire quelque chose comme ceci. Donc, je pourrais prendre, et je vais changer de couleur, je vais prendre, vous savez quoi, on va faire ça de manière plus intelligente. Oups. On va faire ça de manière plus intelligente. Regardez ce que je veux dire par là. Je vais garder mon même fil rouge et je vais l'amener juste ici. Ça va? Et de là, je vais faire un petit jumper comme ça pour aller à 10. Ça va? Comme ça, si j'ai encore besoin de 5 volts, j'en aurai partout le long de cette ligne-ci. Et je vais prendre en noir le ground. Donc, je vais prendre du noir ici. Je vais venir le mettre là. Et je vais me faire un petit jumper de... Ah, je vais faire une petite correction. Ici. Donc, disons que je me mets là. Donc, je vais prendre du noir et je vais me faire un petit jumper de là à là. Ça va? Donc, ça, c'est le branchement qu'on aurait à faire physiquement sur notre plaquette d'expérimentation et qui représenterait ce circuit-là. Donc, maintenant, nous, quand on va écrire ceci, donc si on utilise la librairie, voyons, Pi0 GPIO. Donc, on a, et on va aller voir dans la documentation tout à l'heure, on a la classe LED et on a la classe bouton. Donc, si je fais ceci, je vais juste faire un petit extrait de code, ça va? D'ailleurs, on est capable de mettre du texte ici, quelque part, donc texte. Ah, OK. Donc, je vais aller comme ceci. Si je dis L, ED en minuscule égale LED, comme ceci, ça va? Et on s'entend qu'une LED, c'est une lumière. Donc, une lumière, c'est une sortie. Donc, moi, c'est la sortie GPIO 2 qui m'intéresse. Donc, j'ai plusieurs choix ici. Et c'est là qu'il va falloir faire très attention. Je peux spécifier la sortie qui m'intéresse en donnant le nom de la pin sur le connecteur, GPIO 2, ou encore en donnant le numéro de la pin. Une image vaut 1000 mots, regardez bien. Bon, on va faire ceci. Je vais venir faire GPIO, c'est GPIO 2 qui m'intéresse. Donc, automatiquement, ce qui va se passer ici, c'est que Python va faire quoi? Python va configurer cette pin en particulier en sortie. Et maintenant, lorsque je vais venir écrire LED
égale, pardon, LED.on, automatiquement, ça correspond à quoi ça? LED.on, ben, ça correspond à moi qui viens fermer l'interrupteur. Et en fermant l'interrupteur, je viens donc faire quoi? Je viens donc alimenter ma LED, mon circuit avec 5 volts. Un courant passe à travers la LED et elle s'allume. Quand je viens plutôt dans mon code écrire juste ici LED.off, je viens de faire quoi? Ben, on vient de réouvrir l'interrupteur et donc de couper le courant. La lumière s'éteint. Ça va? Donc ici, petit détail très important, la manière d'adresser les GPIO. Et je vais vous amener dans la documentation pour vous montrer le petit détail dont je veux vous parler. Donc, si je vais sur Teams, mais peut-être avant d'aller sur Teams, vous savez, faisons une chose à la fois. Tout le monde a compris mes branchements ici dans mon circuit. Je vais juste retourner à un état qui m'intéresse. Donc, ceci. OK. Effaçons ça. Donc, ce qu'on veut montrer ici, c'est que le circuit qu'on a dessiné ici, ça va, si on voulait le réaliser avec notre Raspberry Pi, ça correspondra au montage qui est ici en haut. Ça, c'est clair pour tout le monde? Good? OK. Oui. Donc, je vais minimiser et je vais, avant de continuer, Après, Fernand, j'aurais une petite question. oui, j'écoute. Je te demandais par rapport les fils, soit GPIO, soit ground, il n'y a pas de différence si tu mets le fil. Pardon. Dès que tu finis. Je t'écoute. Ouais, je sais, c'est juste j'ai besoin de voir l'image. D'accord, une seconde. Oui, Mohamed. Je veux juste savoir, il n'y a pas de différence si tu mets le fil, que ce soit rouge, que ce soit noir. Dans le fil rouge, tu mets dans la palette vers le 10, près de la résistance, ou bien tu peux mettre soit vers le rouge, et tu passes et ensuite tu passes vers le deuxième fil vers le 10. Ben, c'est le même point, ça va? Donc, que mon fil rouge qui est ici, ça va, au lieu de l'amener là, si je l'avais amené directement ici, ça ne change rien, parce qu'on a expliqué comment la plaquette fonctionne. Tout ça ici, c'est connecté ensemble. Et donc, si je pique ici et après je repique de là pour venir ici, c'est la même chose que si j'étais allé directement là. Ça va? Ça répond à ta question? Ah, parfait, merci. Mais sur le ground, c'est la même chose. C'est la même chose. Parfait, merci. Ça va? Parfait. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais aller juste ici et je vais aller sur la fameuse librairie GPIO 0. Donc, on a toutes sortes d'informations plus intéressantes les unes que les autres là-dessus. Et juste pour vous donner une idée générale de ce qui se passe, c'est nos tables de matière ici. Bon, je vous ai demandé de regarder ce qu'il y avait dans ces documentations-là à la fin du dernier cours. Je doute que la majorité d'entre vous soyez vraiment allés fouiller là-dedans, comme je vous connais déjà un peu. Ça va? Mais regardez. Donc, si je me promène là-dedans, et pourquoi? Ah, OK. Generic classes. Donc, c'est une librairie qui définit plusieurs classes qui permettent de modéliser des composants électroniques, des LED, des boutons, des capteurs d'intensité lumineuse, etc., etc. Donc, si je clique sur Generic, regardez le diagramme qui est là. C'est l'arborescence de classes, c'est l'héritage de toutes les classes Python qui ont été déclarées dans le module GPIO 0 et qu'on peut exploiter. Donc, dans le reste de la documentation ici, pour chacune de ces classes,
on nous donne son constructeur, ce qu'il peut accepter comme paramètre, ce que chaque paramètre signifie, les fonctions qui sont définies pour chacune de ces classes, leurs getters, leurs setters, etc. Donc, si je zoome juste rapidement, donc, j'ai quelque chose qui s'appelle device, si on veut. Device qui est le parent absolu de device pour composant. Ça va, composant électronique. Donc, device qui est le parent absolu de tous les autres composants. Et si je regarde quelques éléments ici au hasard, on a une classe qui représente un moteur, on a une classe qui représente des servomoteurs, on a une classe qui représente des RGB LED. Donc, RGB, c'est pour Red, Green, Blue, LED. Donc, des LED qui contiennent à l'intérieur, en fait, ces 3 LED qui sont fusionnés ensemble. Ça va? Donc, dans le même boîtier, j'ai du rouge, du vert et du bleu. Et en contrôlant l'intensité du rouge, du vert et du bleu, qui sont les 3 couleurs primaires, on est capable de... et dans le boîtier, il y a un diffuseur qui permet de mélanger les couleurs. Donc, en contrôlant l'intensité d'énergie qu'on donne à la LED rouge, à la bleue et à la verte, on est capable de créer nos propres couleurs. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant qui peut vous parler directement? Donc, des boutons, par exemple. Line sensor. Donc, vous avez sûrement vu déjà sur le net ou dans des démonstrations de robotique, un robot qui suit une ligne. On trace une ligne par terre et le robot, il se promène en suivant la ligne. Donc, on a une classe ici qui nous facilite la vie avec ce type d'application. Light sensor. Donc, on a une classe qui représente un capteur d'intensité lumineuse, etc., etc., etc. Ça va? Donc, ça nous permet de simplifier notre logique parce qu'il y a des gens qui se sont déjà assis et qui ont créé des classes avec les attributs, les fonctions, les getters et les setters normalement utiles pour interagir avec tel type d'entrée ou tel type de sortie. Donc, on va principalement dans nos labos, dans nos premiers labos, travailler avec LED, avec boutons et avec moteur. Ça va? Donc, c'était juste pour vous montrer l'étendue de ce qui est disponible dans cette librairie. Certaines librairies offrent plus de classes modélisant plus de composants électroniques, d'autres moins, mais celle-ci qu'on a par défaut avec nos systèmes d'exploitation nous donne quand même un éventail assez intéressant. Donc, je vais aller dans, on a ici, si on remonte dans l'arborescence, on a Basic Recipes et Advanced Recipes, donc qui sont en fait des exemples qui vous permettent d'apprendre par la pratique comment utiliser cette librairie. Et qui décrit l'utilisation de plusieurs des classes qui sont ici. Donc, si je vais sur Basic Recipes, donc, première chose importante, parce que des fois, je crois que il y a de la confusion là-dessus quand on fait du Python. Si, excusez-moi, tout le monde voit ma petite note ici que je viens d'ouvrir, ça va? Donc, si je suis dans un fichier Python et je fais import, import GPIO 0, ça va? Ça va compiler, ça va marcher, il n'y a pas de problème. C'est quoi la différence entre écrire ça et écrire GPIO 0? Bon, on va donner la différence. Donc, si j'écris import GPIO 0 et que je veux utiliser la classe bouton par la suite, ben, je serai obligé de faire quelque chose comme ceci par la suite dans mon code. Donc, button, oups, button égale GPIO 0.button, ça va? Et mon bouton, là, je lui passerai un numéro qui correspond au GPIO qu'on veut utiliser. Ça va? Donc, quand on utilise import tout simplement, ben, ça importe l'équivalent du namespace ou de la librairie, mais je suis obligé de donner le nom complet de ma classe chaque fois. Alors que si j'utilise ceci plutôt, ben, dans mon code, tout ce que j'aurai à faire par la suite est ceci. Ça va? Tout le monde voit la différence entre les deux patterns?
Donc, import avec le nom d'un package, d'un module, ça vous oblige à renommer le nom du module suivi de points pour accéder à la classe se trouvant à l'intérieur du module. Alors que si on fait from tel module, je veux importer seulement telle classe, ben, on n'a plus qu'à utiliser seulement le nom de la classe quand on en a besoin. Donc, moi, dans pas mal tout ce qu'on va faire ensemble cette session en Python, ben, je vais préférer utiliser la deuxième méthode parce que ça nous empêche d'avoir à écrire le nom complet d'une classe chaque fois. Tout le monde voit la différence entre les deux? Good? Ouais, c'est la même chose quand même, mais c'est juste que dans le premier, c'est comme tu importes tous les GPIO 0, alors que la deuxième, tu importes seulement le bouton. Exactement, exactement. Donc, et c'est pas nouveau. C'est quelque chose que vous faisiez déjà dans d'autres langages. Quand vous êtes en .NET, par exemple, si vous faites using system.collection, ça va? Donc, on importe toutes les collections. Et ce qui fait que dans mon code, je peux déclarer tout simplement une ArrayList. Je n'ai pas besoin d'écrire system.collection.ArrayList pour déclarer ma variable. Ça va? C'est le même concept ici. Donc, première chose qu'on doit faire, évidemment, si on veut utiliser les choses qui sont définies dans GPIO0, ben on doit importer toute la librairie ou une classe en particulier de la librairie. La classe LED, par défaut, va nous permettre de configurer un GPIO en sortie et la classe bouton, par défaut, va nous permettre de configurer un GPIO en entrée. C'est vrai qu'on a vu la classe moteur tout à l'heure, mais je ne suis pas obligé d'utiliser la classe moteur pour contrôler un moteur. Je pourrais utiliser LED parce que LED configure ma pin en sortie et avec des relais ou autres interfaces électroniques, ben, je pourrais brancher un moteur sur cette sortie. Ça va? Bouton, ben, un bouton, c'est une entrée par défaut. Donc, bouton va nous permettre de configurer par défaut une pin en entrée. Et voici la petite particularité dont je voulais vous parler. La numérotation des pins. Donc, je vais descendre ici et il y a un exemple très parlant dans la documentation. Et ben, j'ai jugé que c'était bien représenté ici. Et voilà pourquoi je n'ai pas voulu le refaire autrement. Donc, regardez bien ce que je vais faire. Je vais me mettre juste ici. Je vais venir sur insertion et je vais venir capturer le petit bout de code qui est là. Parfait. Pourquoi il est important le petit bout de code qui est là? Chacune des 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes qu'il y a là dit exactement la même chose, fait exactement la même configuration. Qu'est-ce qu'elles font, cette ligne? Donc, LED égale LED 17. Quand on met un chiffre en paramètre ici comme ça à l'intérieur du constructeur de la classe LED, ben, automatiquement, on est en train de dire qu'on veut configurer le GPIO correspondant, donc le GPIO 17 en output. Donc, cette ligne-ci fait quoi? Cette ligne-ci vient configurer le GPIO 17. Laissez-moi le trouver. Donc, le GPIO, oups, je veux le surligner. Donc, le GPIO 17 que je viens de surligner en orange ici, ça va, qui se trouve où? Qui se trouve à la pin 11. On vient de le configurer en output. Donc, LED 17 est équivalent à LED GPIO 17. Ça va? Et si je veux avoir accès à cette pin pour activer ou éteindre une LED, activer ou éteindre un moteur, ben, je vais devoir physiquement aller mettre mon fil où? Je vais devoir physiquement aller mettre mon fil ici, à la pin 14. Tout le monde comprend ce qui vient de se passer? Donc, on écrit 17, pardon, pas à la pin 14, à la pin 11. C'est un 11 qui est ici en dessous. Laissez-moi faire un peu de ménage. Donc, on parle de notre ami
prendre cette taille. On parle de notre ami juste ici, là, cette pin-là. Ça va? Donc, j'ai écrit le chiffre 17, mais si je veux avoir accès au GPIO 17, c'est sur la pin 11 de mon connecteur que je vais devoir me brancher. C'est bon? Et je suis sûr que ça va vous arriver en laboratoire. Vous allez me dire, ben monsieur, je ne comprends pas. J'ai écrit mon code et je suis branché à la patte 17 et ma LED reste toujours allumée. C'est normal parce que vous avez mis 17 ici. Vous croyez que c'est la pin 17, mais si on vient voir à la pin 17, il y a quoi à la pin 17? Il y a 3,3 volts. Votre LED va être alimentée en permanence. Elle va toujours être allumée. Ça va? Donc, 17 ou GPIO 17, ça représente la même chose. Ça va? BCM 17. Excusez-moi. BCM, c'est pour Board Connection Mode. Je pense que dans la documentation, l'abréviation est donnée. Attention à vos micros, je ne pas que de par les écouteurs de un d'entre vous. Excusez-moi, je cherche. Voilà. Donc, BCM, ça va? This library uses board comme BCM, donc pin numbering for GPIO. Donc, en voulant dire quoi? Donc, BCM 17, ben, quand on dit BCM 17, ben, ça veut tout simplement dire, mais en output, ça c'est si on utilise le constructeur de LED, mais en output, la pin sur le board qui correspond au GPIO 17. Donc, encore une fois, la troisième ligne, ça pointe vers quoi? Ça pointe vers la pin 11. Ça va? Si on regarde maintenant la quatrième ligne, celle qui se trouve ici, LED board 11. Donc là, on dit spécifiquement qu'on veut mettre en output la pin 11 de notre connecteur sur notre circuit imprimé du Raspberry Pi. Mais qu'a-t-on à la pin 11 de notre connecteur? Si on regarde, à la pin 11 de notre connecteur juste ici, c'est le GPIO 17, encore une fois. Ça va? Donc, les deux derniers, donc celui-ci et celui-ci, regardez à l'écran, c'est important. Donc, les deux derniers, je vais vous demander de les ignorer. Pas qu'ils ne sont pas bons, mais pourquoi les ignorer? Le dernier, par exemple, on dit J8 2.11. C'est parce que si on regarde le schéma du circuit imprimé de notre Raspberry Pi, ben, le connecteur qu'il y a ici, ça va, notre grand connecteur, ben, il a un numéro, c'est le connecteur J8. Et sur le connecteur J8, on me parle de la pin 11. Ça va? Donc là, on est très, très physique sur le board. Ça ne nous parle pas vraiment. Alors que les 4 premières méthodes ici sont, je crois, relativement claires. En fait, je crois que dans ces 4 méthodes-là, celles qui sont le plus intéressantes pour vous, et je vais faire un peu de ménage, je commence à faire beaucoup de gribouillage, celles qui sont les plus intéressantes pour vous, donc celles qui sont les plus intéressantes pour vous, c'est en fait celle-ci et ces deux-là qui veulent dire exactement la même chose. Si je ne devais en choisir que deux, ben, je choisirais ces deux-ci. Ça va? Mais avec celle d'en haut ici, il faut faire particulièrement attention. Pourquoi il faut faire particulièrement attention? Si j'écris par exemple LED 56, est-ce que ça fait du sens? Si je fais ça, LED 56, est-ce que ça fait du sens?
Ça ne fait pas de sens parce qu'il n'y a aucun GPIO 56. Ça va? Mais comme je dis, les deux syntaxes que moi je vais beaucoup utiliser dans le cours sont les deux qui sont encadrés présentement. Donc, soit on va faire référence directement à une pin de notre board, mais ça veut dire qu'on a le connecteur à côté de nous et qu'on sait que la pin 11, ça nous donne accès au GPIO 17. Ou je vais utiliser le numéro de GPIO en sachant que si je le passe en paramètre à LED, ça va le configurer en output. Si je le passe en paramètre à bouton, ça va le configurer en input. Ça, c'est clair pour tout le monde? Ça va? Donc, ça aussi, c'est une figure importante pour nous. Donc, juste cette petite figure-là ici, je vais la mettre dans Teams en mettant l'accès sur les syntaxes que moi, je vais vous suggérer d'utiliser dans le cours. Donc, je vais prendre un surligneur, tiens, jaune pâle, et voilà, moi, je vais vous suggérer... Ah, donc, jaune pâle, apparemment, c'est pas assez... prenons orange, comme ceci. Donc, je vais vous suggérer cette syntaxe et je vais vous suggérer cette syntaxe. Mais, je répète, les deux sont tout à fait équivalents. Donc, allons-y. Juste ceci. Donc, très important. Ça va? Donc, juste ici, manière de sélectionner les pins. Je vais de sélectionner et de configurer une pin en output. C'est exactement ce qu'on vient de faire ici. Donc, toutes ces manières sont équivalentes, mais c'est les deux en orange que moi, je vous suggère de mémoriser et d'exploiter. Parfait? Okay. Magnifique. Donc, si je continue ici, donc, on a câblé ici le petit exemple que je vous ai schématisé tout à l'heure. Mais je répète, vous ne pourrez pas prendre un fil, le mettre ici, le faire tenir par magie avec une résistance. La résistance qui est là, elle est là pour limiter le courant. Ça va? Donc, ce qui se passe ici, si on compte les pins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va? D'ailleurs, hein, je m'amuse à compter dans le vide, mais encore une fois, rendons ça plus interactif. Donc, voici mon board, juste ici. Et je vais aller chercher notre image qui est juste là. Donc, plaçons-nous, disons, dessin. OK. Plaçons-nous, disons, ici. OK. Ça, c'est... Voilà. Donc, si on regarde bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va? Donc, la patte 6 du connecteur, et on regarde notre Raspberry Pi de haut. La patte 6 du connecteur, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout le monde voit ça? Donc, c'est le GPIO. J'ai dit la patte, excusez-moi. J'ai dit la patte 6, mais je veux dire la 6e en comptant du haut.
Ça va pour tout le monde? Excusez-moi pour le lapsus parce qu'on compte comme ça. 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, c'est particulier. Sur la majorité des autres circuits imprimés, des autres systèmes embarqués, on compte comme ça. 1, 2, 3, 4 jusqu'en bas et on remonte ici. Donc, le connecteur du Raspberry Pi est un peu particulier. Il faut faire attention à ça. Donc, la pin qui est là, la 6e à partir du haut, c'est la pin 11. Donc, on a branché une résistance au GPIO 17. C'est ce qu'on vient de faire ici. Ça va pour tout le monde? Et ensuite, de ce côté-ci de la LED, on a fait quoi? De ce côté-ci de la LED, on est branché, excusez-moi, à 1, 2, 3. 1, 2, 3, on est branché au ground. Ça va? Donc, si je fais le schéma électrique de ce que je viens de voir ici, donc, je suis parti de 17, juste là. Quand je regarde la LED qui est là, si je zoome dessus, où est l'anode, où est la cathode? On s'est donné un truc en classe dernièrement. La cathode, c'est la gauche. À gauche. Donc, la cathode, effectivement, c'est ici, et l'anode, c'est de ce côté-ci. Ça va? On peut le voir de deux manières dans le schéma qui est là. Donnez-moi juste une seconde, je vais écrire... Donnez-moi juste 2 secondes, je vais écrire en plus petit. Donc, je vais prendre ce crayon-là. Donc, j'ai dit que la cathode était de ce côté-ci et l'anode était de ce côté-là. Je vais zoomer. Comment est-ce qu'on a fait pour déterminer ça? Bon, sauf le fait qu'on avait 50% de chance de se tromper ou d'avoir la bonne réponse. La partie plate. Donc, la partie plate, effectivement, ici, c'est la cathode et l'autre partie, c'est l'anode. Un autre truc, c'est que vous voyez à l'intérieur de la LED, à l'intérieur du schéma, ici, vous voyez, il y a une partie métallique qui est plus grande que l'autre. Tout le monde voit ça? Donc, la partie métallique qui est plus grande, c'est le côté de la cathode. C'est bon pour tout le monde? Donc, je vais zoom out et ça va me permettre de venir compléter mon dessin ici. Donc, qui va être comme ceci. Donc, ça veut dire que, en fait, on a notre résistance qui est ici. Donc, je ne dessine plus la plaquette d'expérimentation parce que je crois qu'on comprend que les composants électriques ou électroniques, eux, vont être sur la plaquette d'expérimentation. Et ensuite, on a quoi? On est connecté ici à l'anode. Et de l'autre côté, il y a la cathode. Et on va à notre pin ici. Donc, effectivement, quand on va venir mettre un niveau logique 1 ici, ça va? Ça équivaut à mettre un 5 volts à la pin 11. On va avoir un courant qui va circuler. Notre LED va s'allumer et on vient au ground. Donc, on a une boucle fermée. Quand on va mettre un niveau logique 0 ici, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça équivaut à 0 volts et donc, on vient couper l'alimentation. C'est clair pour tout le monde? Parfait. Donc, ce qu'il y a d'intéressant avec cette documentation et pourquoi j'ai jugé bon de vous la distribuer, c'est qu'avec ces exemples de circuits, ben, regardez, on a toujours des petits exemples de code pour nous permettre doucement, doucement d'apprivoiser les différentes syntaxes et les différentes classes. Donc, ici, on importe LED, on importe sleep du module time parce que le but, c'est de faire clignoter la LED. Donc, on voit ici LED 17, donc c'est bel et bien le GPIO 17, comme on a pu le valider avec le schéma du connecteur. Donc, dans une boucle while qui tourne à l'infini, on fait quoi? On allume d'abord la LED, ensuite on attend 1 milliseconde. Pas 1 milliseconde, excusez-moi, 1 seconde. Ici, c'est 1 seconde. Ça va pour tout le monde? Mais il n'y a rien qui m'empêche de faire la chose suivante. Dans Sleep, ça va? Je vais aller ici. Dans Sleep, si je voulais, je pourrais venir écrire, par exemple,
0,5. Donc, 500 millisecondes, une demi-seconde. Ça va? Donc, on est capable de faire ça. Ce n'est pas juste des valeurs entières. Donc, la LED s'allume et la LED, on la met on attend une seconde, on la met off, on l'attend une seconde, on attend une seconde. Donc, c'est une LED qui va flasher, qui va rester allumée une seconde, qui va s'éteindre une seconde, ainsi de suite. Et ça fait ça à perpétuité. Donc, un petit circuit très, très simple. Ça va? Bon, ce n'est pas avec ça que vous allez gagner un prix pour votre objet connecté. Mais l'idée ici est juste de comprendre comment activer et désactiver une sortie. Cette lumière, ça peut être, voyons, ça peut être un signal qui va activer le déblocage ou le reblocage d'une porte, par exemple. Évidemment, on ne voudrait pas bloquer, débloquer, bloquer, débloquer notre porte, mais le fait d'être capable d'activer, désactiver un input, c'est ce que ça peut nous permettre de faire. Et notre but final est de pouvoir faire red.on ou red.off, mais à partir du réseau. Ça va d'une application desktop en Java ou même une application desktop en Python ou même une application mobile. On y arrive doucement, doucement. Donc, allons vers des exemples plus intéressants. Évidemment, ça fait flasher une LED, mais faire flasher une LED, c'est quelque chose de tellement courant que on a des fonctions toutes faites qui le font pour nous. Ça va? Blink, ça fait quoi? La fonction blink à l'intérieur, ben, elle a déjà ce code-là. Donc, il y a des outils comme ça préexistants qu'on exploite et qui viennent d'une classe. Quelle classe? La classe LED. Donc, tout ça a déjà été préétabli pour nous. Juste quelque chose d'important, je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que c'est passé rapidement. J'ai dit que LED, oui, ça nous rappelle le composant physique qui est la LED. Mais LED, c'est tout simplement une configuration d'une pin en sortie. Donc, moi, si ce n'est pas une LED qui est ici, mais c'est plutôt un moteur ou c'est plutôt un relais, ben, que ce que je vais faire pour rendre mon code plus intéressant, c'est que ici, au lieu d'écrire red, je vais écrire par exemple roue droite du robot ou roue gauche du robot. Tout le monde comprend l'idée? Ça va? Je vais utiliser la classe LED pour configurer ma pin en output, mais le nom de variable va décrire concrètement quel type d'output est branché dessus. Parfait pour tout le monde? OK. OK. Donc, LED, c'est intéressant, mais plus intéressant encore, c'est le même schéma que tout à l'heure, on est d'accord. On a discuté au dernier cours de ceci. On s'était fait, on s'était dit que si on avait un moteur, juste ici, ça va, et que ce moteur est un moteur à courant continu, et qu'on alimentait ce moteur avec une forme d'onde comme celle-ci. Ça va? Ou encore avec une forme d'onde comme celle-ci. Donnez-moi une seconde. Parfait. Entre la forme d'onde du haut et la forme d'onde du bas, dans quelle des deux situations mon moteur va tourner le plus vite? En bas. En bas, parce qu'en gardant en tête que ouais. Quand je suis en bas, c'est parce que ma sortie est à 0 volts, et quand je suis en haut, c'est parce que ma sortie est à 1, donc à 5 volts. Donc, si je fais la tension moyenne ici, que mon moteur, la tension moyenne que mon moteur va recevoir par rapport à la tension moyenne ici, elle est beaucoup plus haute en haut, donc ben, mon moteur va tourner plus vite. Ben, on peut faire la même chose avec notre LED. Si je prends le code de tout à l'heure, si je prends le code que j'avais ici, par exemple, que là, je mets 1 et que là, je mets 0,2. Ça va? Ça veut dire que je vais rester allumé pendant 1 seconde, je vais rester éteint pendant 0,2 secondes. Ça fait une onde carrée, ça. Si je fais 1, 1,
ça veut dire que je reste allumé le même laps de temps que je... Donc, en modulant la durée de temps pendant laquelle j'alimente par rapport à la durée de temps pendant laquelle je ne suis pas alimenté, je contrôle la quantité moyenne d'énergie qui est fournie à ma sortie. Quand c'est un moteur, ça va se traduire par je roule plus vite ou je roule moins vite quand c'est un moteur d'essai. Quand c'est une lumière, ça va se traduire par mon intensité est plus brillante ou mon intensité est moins brillante. Ça va? Donc, parce que c'est quelque chose de standard qu'on veut faire en électronique, contrôler ce qu'on appelle le duty cycle, le rapport de cycle. Le pourcentage de temps que je passe à 5 volts par rapport au pourcentage de temps que je passe à 0 volts, ben, on a une classe dans notre librairie qui existe. Cette classe, elle s'appelle PWM LED. PWM, en électronique, c'est pour Pulse Width Modulation. Donc, je veux moduler la durée de temps la durée de temps et la forme de mon onde carrée. Pendant combien de temps est-ce qu'elle reste haut? Pendant combien de temps est-ce qu'elle reste bas? Et encore une fois, un PWM, c'est une sortie. Donc, regardez le bout de code qui est là. Encore une fois, on joue sur notre LED 17 et je n'ai plus une LED, j'ai une PWM LED. Donc, quand je dis value 0, ça veut dire que ben, à ma sortie, j'ai une onde carrée qui est tout le temps à 0 volt. Donc, ce n'est pas une onde carrée, c'est 0 volt tout simplement. Pendant 1 seconde. Ensuite, ici, LED.value égale 0.5. Je suis en train de dire que la moitié du temps, je vais être à 5 volts et l'autre moitié du temps, je vais être à 0 volts. Donc, ma LED elle va avoir la moitié de son intensité lumineuse. Et 1, ça veut dire que je suis tout le temps à 5 volts. Donc, si je mets 0.7, ça veut dire que la LED va être à 70% de son intensité lumineuse maximum ou que mon moteur va tourner à 70% de sa vitesse maximum possible. Tout le monde comprend l'idée? Ça va pour tout le monde? OK. Donc, on serait par exemple capable, et je nous projette dans le futur, dans 1 semaine et demie, on va faire un laboratoire de ce type où je vais avec une application mobile ou même, excusez-moi, avec une application desktop en C#, avec laquelle on a appris à communiquer avec le port série. On va mettre un slider sur notre Windows Form. Un slider qui va aller de 0 à 1 en faisant des bonds de 0.1. Ça va? Donc, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 jusqu'à 1. Tout le monde comprend l'idée? Donc, dans mon interface usagée, je vais bouger le slider et ça va envoyer à travers le port série à notre Raspberry Pi la fameuse valeur. 0, 0.1, 0.2, 0.3. Le Raspberry Pi va récupérer cette valeur et l'utiliser pour initialiser la propriété value d'une LED PWM. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Ben, sur votre plaquette d'expérimentation, ben, à partir d'une application desktop, à travers un objet connecté, vous allez contrôler l'intensité lumineuse ou la vitesse d'un moteur. Ça va? Tout le monde voit le lien entre les deux concepts. Après l'avoir fait par port série, ben, on a un téléphone mobile, on est capable de faire de la programmation réseau, que ce soit en Java, en C# ou même en Python. Ben, on va faire une application Python ou même Android qui, à travers le réseau, va envoyer une valeur à notre Raspberry Pi qu'il va utiliser pour contrôler le PWM sur une LED. Donc, je vais sauter et regardons ce circuit. Il a l'air simple, mais il y a une petite particularité à ce circuit à laquelle il faut faire très attention. Et après ce circuit, on va prendre une première pause. Ça va? Donc, je vais prendre ce schéma tel quel et je vais l'amener dans OneNote. Donc, je vais me faire une nouvelle page ici. Je vais prendre mon connecteur parce que notre connecteur, on va en avoir besoin, encore une fois. Donc, voilà mon connecteur. Et juste ici, allons chercher notre image.
OK. Et encore ici, faisons l'équivalent. Faisons le schéma. Ici, c'est le schéma physique de branchement. Faisons le schéma électronique, si vous permettez. Donc, je vais zoomer quelques secondes. Donc, 1, 2. OK. Allons regarder notre connecteur. Donc, on est sur le GPIO 2. Ça va pour tout le monde? Donc, allons-y. Je vais prendre mon GPIO 2, qui est la pin 3 ici. Donc, on s'en va ici. À partir de là, ceci est un bouton poussoir. Ça va comment il marche notre bouton poussoir? C'est que, en fait, il y a une connexion entre là et là. Ça va pour tout le monde? Donc, si j'ai un courant qui circule ici et que personne n'a appuyé sur le bouton, ben, ici, j'ai un circuit ouvert. Ça va? Si quelqu'un appuie sur le bouton, ça fait la connexion que vous voyez en rouge. Donc, mon courant va circuler comme ceci, et revenir à la masse. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Donc, mon courant, il part d'ici, ça va, et il revient ici. Ça va pour tout le monde? OK. Donc, je vais faire le schéma et puis je vais voir si vous allez réaliser qu'il y a un problème ici. Excusez-moi. Laisse-moi juste finir le schéma à Boubacar et puis je te reviens. Donc, shoot. Donc, je vais faire ceci, ici. Donc, ça, c'est mon bouton. Ça va, c'est un bouton normalement ouvert. Donc, quand je n'appuie pas dessus, il n'y a pas de contact ici. Et si je regarde où on retourne à 1, 2, 3. Donc, on retourne au ground, en fait. Donc, si je vais me permettre, prenons un fil, bleu pour le ground, comme ça ici. Parfait. Ça va? Donc, c'est ça mon circuit. Tout le monde est d'accord avec moi? Aboubacar. Tu avais une question? Oui, c'est à propos du bouton. Normalement, est-ce qu'on doit séparer? Parce que je pense qu'il y a quatre, comment ça s'appelle? Il y a quatre pins. C'est que, en fait, ce circuit-là, ce bouton-là, qu'est-ce qu'il nous permet de faire? C'est que je pourrais alimenter un autre circuit de ce côté-là. Ça va? Quand j'appuie sur mon bouton, je peux alimenter deux circuits différents à la fois. Mais nous, on va juste utiliser un côté. Ah, ok, donc c'est juste les deux. On n'utilise pas les quatre. Exact. On pourrait dans un circuit X, mais pour nos besoins ici, c'est juste un côté qu'on va utiliser. Ok, c'est bon. Ça va? Donc, quand j'appuie sur le bouton, ça ferme le chemin, rouge et ça ferme le chemin bleu en même temps. Ça va? Donc, on peut avoir deux circuits différents branchés de chaque côté. Donc, il y a un problème avec le circuit qui est là. Pourquoi? Regardez, je vais le redessiner. On s'entend que notre Raspberry Pi, il agit ici comme la source d'alimentation. Ça va? C'est lui qui va envoyer un courant à travers, bon, courant, je vais le faire en vert. Donc, c'est lui qui va envoyer un courant ici, quand l'interrupteur est fermé, et le courant, il va revenir de ce côté-là. Tout le monde est d'accord? Ça va? Donc, il n'y a aucune... Donc, regardez ce que je vais faire. Donc, ma source d'alimentation ici, ça va? Je vais me faire ici un interrupteur. L'interrupteur va représenter mon GPIO. Ça va pour tout le monde? Je vais mieux écrire GPIO. Après, j'aurais une petite question. Donc, mon interrupteur va représenter mon GPIO. Et mon interrupteur s'en va à quoi? Un bouton normalement, un bouton poussoir normalement ouvert. Et le bouton revient à la masse, au ground.
Ça va pour tout le monde? Donc, tout le monde est d'accord que le schéma que je viens de faire ici est équivalent au dessin que j'ai fait là. Ça va pour tous? OK. Ouais. Donc, regardez le problème. Donc, disons que mon GPIO, maintenant, là, je le mets à l'état logique 1. Le mettre à l'état logique 1, ça veut dire fermer l'interrupteur qui est là. Ça va? Donc, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? J'ai un courant qui part de l'intérieur de mon Raspberry Pi qui passe ici et mon courant est bloqué là. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Quand je vais venir avec ma main appuyer sur l'interrupteur, ça va? Donc, je vais prendre un crayon noir et je suis en train d'appuyer avec une force quelconque sur l'interrupteur. Donc, qu'est-ce qui va arriver? L'interrupteur va venir fermer ici. Ça va pour tout le monde? Quand l'interrupteur va fermer, qu'est-ce qui va se passer? Ben, mon courant, retrouvons la bonne couleur, mon courant va faire ça. Je ne viens pas de court-circuiter ma source d'alimentation, je ne viens pas de court-circuiter mon Raspberry Pi. On a besoin d'une résistance. On a besoin Donc, d'une on a résistance. besoin de résistance quelque part. Là, est-ce qu'ils ont fait une erreur dans la documentation? Parce qu'il n'y a pas de résistance ici. Ah oui, mais nous avons besoin d'une résistance. Donc, il n'y a pas d'erreur dans la documentation. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, tout simplement, dans la documentation. Donc, je vais refaire le schéma pour vous. Ça va? Donc, dans plusieurs systèmes de microcontrôleurs ou de microprocesseurs, ben, ce qui se passe, c'est que quand on configure une pin en entrée, donc, ça, c'est mon Pi 4 modèle B, ça va, qui va être alimenté, donc, excusez-moi. Donc, disons, je vais mettre 5 volts et ground ici. Ça va pour tout le monde? Donc, donc avec votre connecteur USB, là, donc, vous venez... Bon, vous savez quoi? Je vais faire ça comme ça. Parfait. Ça va? Il est alimenté par... il est alimenté. C'est bon? En 5 volts. Maintenant, ce que vous ne réalisez pas, vous, c'est qu'à l'intérieur du Raspberry Pi, donc disons que ça, c'est notre pin. On était branché à quelle pin, j'ai dit? La pin 2 ici du connecteur. OK. Donc, le GPIO 2. Donc, sur ma pin ici qui sort, je vais la dessiner ailleurs. Monsieur, c'est la pin 3, je crois. La pin 3. Non, mais il faut faire attention, c'est que le numéro, c'est 3, ça va? Mais c'est la première, la deuxième, ici. On comprend la distinction. C'est que quand je regarde mon connecteur ici, à partir du haut, dans la rangée de gauche, c'est la deuxième pin. Bien sûr. Ça va? Première, deuxième. Mais comment c'est numéroté? Chez Raspberry, ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va? Ce qui est particulier. Habituellement, en électronique, on fait 1, 2, 3 jusqu'en bas et on recommence ici pour continuer. Donc, il faut faire très attention avec le connecteur du Pi. Mais effectivement, tu as raison, c'est le numéro 3. Mais physiquement, c'est celle qui a la deuxième position à partir du haut. Donc, laissez-moi juste finir mon explication. Donc, sur tous les GPIO, en fait, on a ici à l'intérieur, donc j'ai une résistance interne comme ceci, qui s'en va à ma pin, comme ceci. Et nous, ce qu'on a fait, on est venu mettre notre bouton poussoir ici. Et disons que j'ai un autre ground ici. Tous mes grounds sont connectés à l'intérieur de mon Pi. Donc, je vais faire ceci. OK. Parfait. Donc, à l'intérieur de notre Raspberry Pi,
pour chacune des pins, donc là, on est sur la pin 3, donc le GPIO2, si je ne me trompe pas. Ça va? Donc, excusez-moi. Oui. Donc, ce qui arrive, c'est que par défaut, si on regarde mon circuit ici, mon interrupteur est ouvert, donc il n'y a pas de courant qui circule. Mon courant vert, il ne circule pas, ça va? Mais regardez dans le schéma du bas ce qui se passe. Donc, je vais reprendre le vert. Donc, je suis à l'intérieur du Raspberry Pi. J'ai mon 5 volts de l'alimentation qui arrive. Il passe à travers la résistance qui est là. On est d'accord? Et il ne peut pas continuer ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un circuit ouvert. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ici, à l'interne, c'est là qu'on fait notre lecture d'entrée. Vous vous souvenez, moi, je vous ai montré ces deux configurations d'entrée. Celle-ci, à la base, ou encore, où j'avais 5 volts ici, ou encore, une où on a 5 volts en haut et notre bouton poussoir ici, et à l'extérieur, on a la résistance. Ça va? On a étudié ces deux configurations. Mais ce qui se passe dans beaucoup de systèmes embarqués, c'est pour nous éviter d'avoir à mettre des résistances à l'extérieur. Donc, pour m'éviter d'avoir à venir mettre une résistance ici, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une résistance directement sur mon circuit imprimé. Ce qui fait que par défaut, quand moi, je ne viens pas appuyer ici, quand je ne viens pas appuyer ici sur mon interrupteur, ben, ici à l'intérieur, on lit un niveau logique 1 parce qu'il y a du courant qui arrive. Ça va pour tout le monde? Lorsque je vais venir appuyer sur mon interrupteur, donc lorsque je vais venir fermer ici, ben, mon courant, il prend toujours le chemin le plus facile. Donc, il y a une certaine résistance interne ici. Donc, mon courant, il va plutôt préférer faire ceci et être à la masse. Donc, maintenant, je vais lire quel voltage? Le voltage entre là et la masse, je vais lire 0 volts. Donc, quand on appuie sur l'interrupteur, ben, c'est 0 que notre Raspberry Pi va lire. Quand on n'appuie pas sur l'interrupteur, c'est 1 que notre Raspberry Pi lit. Ça va pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde? Donc, voilà pourquoi, dans ce schéma-ci, il n'y a pas de résistance externe. C'est parce qu'il y a une résistance sur notre circuit imprimé que vous ne voyez pas, qu'on n'a pas besoin d'en mettre à l'extérieur. Excusez-moi, est-ce qu'il y a une position spéciale pour savoir lequel c'est le on, l'entrée, lequel c'est le sortie pour les boutons, ou il n'y a pas de problème? Je viens de le dessiner ici. Non, non, c'est parce que ça c'est dans le dessin, mais pour nous, est-ce que c'est déjà défini Okay. le bouton? Non, ce n'est pas dessiné. Tu dois le tester avec le multimètre. Donc, avec le multimètre, je vous montrerai en laboratoire, on a ce qu'on appelle un test de continuité. Donc, tu prends tes deux fils, tu les mets de bord en bord et tu règles le multimètre pour qu'il envoie un petit courant dans les fils. Et tu appuies sur l'interrupteur. S'il capte le courant de l'autre côté, ça va sonner. Tu vas entendre un bip. Donc, tu sais que ça conduit de telle manière. S'il ne capte pas, tu sais que ça ne conduit pas de ce côté-là. Donc, je vous montrerai comment le déterminer en laboratoire. Ça va? Ça répond à ta question? Oui, ça va, oui. Mohamed? Juste une petite question par rapport au GPIO, l'Extension Board. C'est quoi la différence entre GPIO 2 et c'est ce que j'ai dans mon extension board de SDA1? OK, j'y arrive après ça. Donc, Okay. tout le monde a compris la petite particularité dans ce schéma-ci, ça va? Donc, s'il n'y avait pas de résistance interne ici, on appelle ça une résistance de pull-up, parce que ça monte la sortie, l'entrée vers 5 volts. Ça va? Donc, ce circuit-là, il ne marcherait pas parce que quand on appuierait, on court-circuiterait la source. Il nous faudrait mettre une résistance externe. Maintenant, juste avant la pause, si on regarde, j'ai parlé au début du cours de couleurs différentes ici.
Donc, le noir, c'est le ground. Le rose, c'est le 5 volts. Le orange, c'est le 3,3 volts. Et si on regarde bien, le mauve, il n'y a pas de mauve ailleurs. Ça va? Donc, sur le mauve, ça me dit que, oui, ces pins-là peuvent être configurés en entrée et en sortie, mais SDA I2C, SCL I2C. Quand on est rentré dans les préférences de notre Raspberry Pi l'autre jour, je vous ai fait activer le SSH, le I2C, le OneWire, le SPI. Donc, on est en train d'activer certains périphériques. Donc, la patte 3 et la patte 5 peuvent non seulement nous donner accès au GPIO 2 et au GPIO 3, mais ces deux pattes-là aussi servent aux périphériques de communication série I2C. Ça va? Donc, le SDA ici et le SLC, ben, c'est deux lignes qui servent à ce périphérique-là, qui est un périphérique, le périphérique I2C qui nous permet de faire de la communication série sur, entre puces sur le même circuit imprimé. Si je descends, on voit ici en bleu SPI MOSI, SPI MOSO et SPI SLK. Donc, les trois pins qui sont là peuvent être configurés en entrée ou sortie numérique, mais elles servent aussi, si on l'active, au module de communication SPI. Et I, c'est pour l'entrée, O, c'est pour la sortie, et SLK, c'est pour l'horloge. Donc, la fréquence qui permet de synchroniser les deux systèmes qui communiquent par SPI. Donc, je peux continuer. On a quoi? Voilà. En gris ici, disons, le 14 et le 15. Donc, ça peut être des entrées-sorties on-off, mais on voit UART 0 TDX, UART 0 RDX. C'est la pin d'envoi et la pin de réception de notre module RS232 pour la communication série. Ça va? Donc, on appelle ça en électronique du multiplexage, quand la même pin peut servir à plusieurs fonctions. Et c'est pour ça qu'on a des codes de couleur ici. Donc, idéalement, quand vous voulez contrôler des choses on-off, c'est suggéré d'utiliser les pins 4, 17, 27, 22, les pins vertes. Pourquoi? Parce que les pins vertes ne servent que de GPIO. Elles ne sont pas associées à d'autres fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin, comme des fonctionnalités de communication, etc. Ça répond à la question, Mohamed? Ah, donc par conséquent, c'est la même chose. Parfait. Donc, sur ce, je vais donner la première pause, si vous permettez. Donc, prenons une quinzaine, même une vingtaine. On finit à 14 heures, hein? 14 heures, donc prenons une quinzaine. Donc, je vais arrondir à 13, revenons à 13h15 pour continuer. Ça va? Donc, les différents circuits que je suis en train de vous montrer, c'est des choses que vous allez pouvoir pratiquer chez vous parce qu'il y a les codes associés. Mais moi, lundi, je vais vous donner un circuit de base. Donc, le premier circuit qu'on a regardé aujourd'hui, juste avec la résistance et la LED, pour vérifier que tout marche bien. Et ensuite, je vais vous donner un autre circuit qui, lui, va être un défi. Je vais vous donner le schéma. Ça va être à vous de le brancher et je vais vous donner l'ordinogramme et ça va être à vous de créer le code pour le réaliser. Ça va? Donc, on se revoit dans une quinzaine de minutes.